Millionnaire rejetait toutes les femmes riches, mais un jour il est tombé follement amoureux en voyant une femme sans abri. Théo Morel était l'incarnation même de l'élégance parisienne, l'équilibre parfait entre tradition et modernité, entre puissance et discrétion. Fils unique d'une lignée influente dans la haute finance française, il évoluait dans un univers que peu osaient même imaginer. Depuis sa naissance, les projecteurs l'accompagnaient, non pas parce qu'il les recherchait, mais parce qu'il semblait ne jamais pouvoir l'ignorer. À 32 ans, il était devenu un symbole dans les cercles de la haute société, l'homme que tous admiraient, que beaucoup enviaient et que certaines familles rêvaient secrètement de voir, à la tête d'un empire conjugal. On le voyait dans les vernissages les plus privés, les galas caritatifs les plus sélects, les week-ends dans les domaines viticoles ou les chalets suisses où seuls les noms les plus respectés recevaient une invitation. Toujours vêtu avec une précision presque militaire, il maîtrisait l'art de la conversation mondaine, savait sourire sans s'impliquer, complimenter sans promettre. Son regard clair et distant devenait une signature, et sa voix posée, une arme de persuasion, subtile. Les médias adoraient le décrire comme le dernier Morel encore libre, et spéculaient inlassablement sur son cœur prétendument inviolable. Mais ce que le public ignorait, c'était que cette façade impeccable n'était pas un rôle, mais une armure. Théo n'avait jamais été ému par les jeux de pouvoir sentimentaux, ni impressionné par les héritières au sourire calculé. Il acceptait les invitations par obligation, entretenait des liaisons brèves et discrètes par convenance, et conservait toujours une distance émotionnelle si glaciale qu'elle en devenait légendaire. Les femmes se succédaient, toujours sophistiquées, toujours admirées, mais aucune ne laissait de traces. À ses yeux, l'amour semblait une faiblesse, un luxe qu'il ne pouvait se permettre, ou peut-être une illusion à laquelle il avait appris à ne plus croire. Pour ses amis d'enfance, il était le silencieux, celui qui n'avait jamais vraiment changé malgré les années. Pour ses collaborateurs, il était méthodique, loyal et intransigeant, un dirigeant né. Pour sa mère, il était l'héritier parfait, mais aussi l'énigme douloureuse d'un fils qu'elle ne comprenait plus. Pour lui-même, il n'était ni héros ni bourreau, juste un homme debout dans un monde où l'apparence régnait, un monde dont il maîtrisait les codes, mais dont il commençait à douter en secret. Il vivait dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien, à 2 pas du jardin du Luxembourg. L'intérieur était aussi froid que raffiné. Marbre clair, œuvres contemporaines, mobilier italien, silence immaculé. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de désordre. Tout avait sa place, y compris l'absence. Chaque matin, il lisait 3 journaux, buvait son café noir en silence, répondait à des dizaines de messages sans jamais lever les yeux vers la rue en bas. Il vivait au-dessus du monde, littéralement et symboliquement, mais parfois sans vraiment savoir pourquoi il sortait seul, sans chauffeur, sans destination. Ces promenades anonymes, rares et furtives, étaient les seuls moments où Théo se permettait de se perdre. Il errait dans les rues de Paris comme un fantôme bien habillé, observant sans être vu, traversant des quartiers qu'il n'avait pas connus enfant, cherchant sans comprendre ce qu'il espérait trouver. Peut-être une faille, peut-être un hasard, peut-être lui-même. Dans l'intimité de ses pensées, Théo était un homme fatigué de sa propre perfection. Il ne le montrait à personne, pas même à son propre reflet. Mais parfois, lorsqu'il croisait un vieux couple main dans la main, un enfant qui riait trop fort, ou une mélodie jouée par un musicien de rue, quelque chose en lui se fissurait imperceptiblement. Une émotion furtive, un battement de cœur, hors rythme. Puis il reprenait le contrôle, toujours. Ce matin-là, il n'avait aucune réunion urgente, aucun déjeuner d'affaires prévu. Il s'était levé avant l'aube, comme toujours, avait enfilé un manteau sombre et des gants de cuir, et avait décidé de marcher jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Il ne savait pas pourquoi ce quartier précisément, mais l'instinct l'y avait conduit. Paris était encore endormi, les boulangeries commençaient à embaumer les rues, et les premiers rayons de soleil glissaient entre les immeubles comme un murmure d'or. Théo avançait sans but, les mains dans les poches, l'esprit ailleurs. C'est à cet instant précis, alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue de Seine, que son regard croisa celui d'une silhouette assise sur le trottoir, à demi dissimulée derrière une vitrine abandonnée. Une jeune femme, emmitouflée, dans un manteau usé, les jambes croisées,
un carnet sur les genoux. Elle ne bougeait pas, elle écrivait. Et sans qu'il puisse l'expliquer, Théo s'arrêta. Son monde, si parfaitement réglé, venait de vaciller. Théo resta figé au bord du trottoir, comme suspendu dans un temps parallèle, étranger à la circulation qui reprenait doucement, aux passants pressés et indifférents qui contournèrent la scène sans un regard. Devant lui, à quelques mètres seulement, la jeune femme continuait d'écrire, impassible, concentrée, comme si le monde autour d'elle n'avait plus d'importance. Elle semblait avoir trouvé un abri temporaire contre l'agitation parisienne, une île de silence dans un océan de bruit. Et pourtant, tout en elle évoquait la précarité. Ses vêtements portaient les marques du froid et de l'usure, son visage fin était légèrement creusé, ses cheveux noués à la va-vite tombaient en mèches sombres autour de ses joues, mais ce fut son regard. Ce regard qu'elle leva une fraction de seconde en direction de Théo, qui le frappa de plein fouet. Il ne s'agissait pas d'un regard de détresse, ni de supplication. Il n'y avait ni peur, ni honte dans ses yeux. Au contraire, il brillait d'une étrange sérénité, presque d'une paix inaccessible. Ce regard ne demandait rien. Il constatait, acceptait, observait, et refermait la porte aussitôt. Théo se sentit transpercé, déstabilisé par cette rencontre muette. Il n'avait jamais cru aux élans romantiques, aux coups de foudre ou aux pressentiments inexplicables. Mais à cet instant précis, il sut que quelque chose venait de se produire. Un basculement, une fracture dans sa routine parfaite. Il hésita, un moment, puis reprit sa marche troublé, regardant une dernière fois par-dessus son épaule. Elle n'avait pas bougé. Il l'entendait presque gratter le papier avec ce vieux stylo qu'elle tenait fermement, comme s'il s'agissait de son seul bien précieux. Tout le long du chemin du retour, Théo resta silencieux, l'image de cet inconnu s'imposant, à lui malgré lui. Elle n'avait rien à voir avec les femmes qu'il côtoyait habituellement. Elle n'était ni maquillée, ni apprêtée, ni vêtue avec élégance. Elle était à 1000 lieues de son univers. Et pourtant, elle s'était imprimée en lui avec la force d'une vérité. Le lendemain matin, à la même heure, Théo retourna à Saint-Germain-des-Prés. Il ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être pour confirmer qu'il avait rêvé, ou peut-être au fond pour la revoir. Il s'arrêta discrètement à l'angle de la rue, comme un adolescent pris en faute, observant les passants, le cœur battant un peu plus vite. Elle était là, exactement au même endroit, exactement, dans la même position. Son carnet sur les genoux, sa main en mouvement, ses yeux perdus quelque part entre les lignes qu'elle écrivait et un ailleurs que lui seul semblait ignorer. Pendant plusieurs jours, Théo répéta le même rituel. Il passait par cette rue, toujours brièvement, toujours de loin. Il observait, il mémorisait chaque détail. Elle portait le même manteau, souvent accompagné d'un sac de toile posé à côté d'elle, contenant ce qu'il devinait être ses maigres possessions. Elle ne parlait à personne. Elle ne tendait jamais la main. Aucun panneau, aucune demande, aucune tentative d'attirer la pitié. Elle écrivait simplement, inlassablement. Théo, pourtant si rationnel, se surprenait à penser à elle au milieu de ses réunions, pendant ses déjeuners mondains, entre deux appels avec des clients internationaux. Il se demandait ce qu'elle écrivait, pourquoi elle écrivait, pour qui. Il se demandait ce qu'elle avait vécu pour finir là, seule et invisible, au cœur de la ville lumière. Et surtout, il se demandait pourquoi lui, Théo Morel, héritier du luxe et du contrôle, ne parvenait pas à l'oublier. Un matin, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait toujours pas, il décida de s'approcher. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, fit mine d'observer une vitrine voisine, puis tourna légèrement la tête dans sa direction. « Bonjour », dit-il doucement. Elle leva les yeux, une nouvelle fois. Mais cette fois, ils ne se détournèrent pas immédiatement. Il y eut une fraction de seconde où leurs regards se croisèrent pleinement, sans détour. Puis elle replongea dans son carnet, sans répondre. Théo resta debout un instant, incertain. Il hésita à parler à nouveau, mais quelque chose dans sa posture lui fit comprendre que ce n'était pas le moment. Il s'éloigna lentement, frustré mais pas découragé. Ce n'était pas un refus, c'était un mur. Et les murs, il en avait vu beaucoup dans sa vie. Certains finissent toujours par tomber. Ce jour-là, il ne parla à personne de cette rencontre. Il rentra chez lui, relut ses courriels, termina quelques dossiers, mais tout lui semblait vidé de sens. Il se surprit à chercher des excuses pour retourner dans ce quartier. Il fit même semblant d'y avoir un rendez-vous d'affaires,
juste pour justifier ses absences de plus en plus fréquentes auprès de ses collaborateurs. À mesure que les jours passaient, ce besoin de la voir devenait presque une obsession. Non pas par désir, du moins pas au sens habituel, mais par une forme de nécessité. Elle représentait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Une brèche, une question sans réponse. Et dans cette ville qu'il croyait connaître par cœur, Théo découvrait pour la première fois ce que c'était que de chercher quelqu'un sans même connaître son nom. Théo ne savait plus exactement combien de jours s'étaient écoulés depuis ce premier regard. Ce qu'il savait, c'était que chacun de ses pas, désormais, semblait dirigé par une force silencieuse vers ce même coin de trottoir à Saint-Germain-des-Prés. Il avait intégré ce détour à sa routine comme une habitude vitale, comme une respiration nouvelle. Il n'osait pas encore l'appeler obsession, mais c'en était une. Chaque matin, il ralentissait son allure à l'approche de la vitrine abandonnée, le regard déjà tourné vers elle avant même de la voir. Et chaque matin, il la retrouvait là, fidèle à elle-même, comme figée dans un rituel qu'elle seule comprenait. Elle écrivait toujours, par tous les temps, même sous la bruine glaciale de fin d'hiver, même dans le vent mordant du matin. Son corps semblait s'effacer au profit du geste, et ses yeux brillaient d'une intensité presque douloureuse lorsqu'elle plongeait dans les pages de ce carnet jauni. Elle ne parlait à personne, ne mendiait jamais, n'attendait rien. Et, pourtant, Théo avait l'intime conviction qu'elle cachait tout un monde entre les lignes qu'elle traçait avec tant de concentration. Un jour, il s'était arrêté un peu plus longtemps que d'habitude. Il avait fait semblant de consulter son téléphone, tout en gardant la jeune femme dans son champ de vision. Il espérait capter un mot, un soupir, un indice. Mais elle restait impassible, aussi inaccessible que les statues antiques du Louvre. Alors, pour la première fois, il prit une initiative. Il revint quelques minutes plus tard, un café à emporter dans la main. Il s'approcha doucement, déposa le gobelet à une distance respectueuse, puis recula sans dire un mot. Elle ne leva même pas les yeux. Le lendemain, le café n'était plus là. Il prit cela comme un signe. Encouragé, il recommença. Un café, puis un croissant, puis un foulard discret, posé sur le rebord du trottoir, soigneusement emballé. Elle ne réagit jamais directement, mais les objets disparaissaient. Parfois, il croyait voir ses lèvres trembler, ou ses doigts ralentir lorsqu'elle prenait l'un de ses petits présents. Ce n'était pas de la reconnaissance, ce n'était pas un merci, c'était quelque chose de plus profond, plus complexe, une brèche qui s'élargissait, lentement. Théo décida alors d'en apprendre davantage par d'autres moyens. Il ne pouvait pas continuer à marcher dans l'ignorance, consumé par le mystère d'une inconnue dont il ne savait rien, pas même le prénom. Il commença à interroger discrètement les commerçants du quartier. Chez le boulanger, il évoqua une jeune femme qui écrit souvent dans la rue. L'homme haussa les épaules, répondit vaguement qu'elle était là depuis quelques mois, qu'elle ne parlait à personne, qu'elle refusait toute aide. Une voisine, vendeuse de journaux, confirma qu'elle venait parfois acheter un stylo ou un carnet neuf, mais qu'elle payait toujours en espèces, avec une discrétion presque militaire. Elle ne donnait jamais son nom. Personne ne savait d'où elle venait. Certains pensaient qu'elle avait fui une relation violente, d'autres qu'elle était atteinte d'un trouble psychologique. D'autres encore murmuraient qu'elle n'avait jamais été tout à fait normale. Mais tous s'accordèrent sur un point. Elle n'était pas comme les autres sans-abri. Elle gardait une dignité presque dérangeante, une distance qui interdisait la pitié. Elle ne voulait pas être secourue. Elle voulait qu'on la laisse tranquille. Pour Théo, ces fragments de témoignages ne faisaient qu'accroître le mystère. Il se prit à l'imaginer dans 1000 vies différentes. Ancienne étudiante brillante tombée dans l'oubli, auteure incomprise fuyant le succès, victime d'une injustice qu'elle n'osait pas raconter. Chaque hypothèse le rapprochait d'elle, dans un étrange mélange d'empathie et de fascination. Il rêvait d'arracher à ses silences la vérité de son existence, non pas pour la sauver, mais pour la comprendre. Un matin, il se décida à lui parler de nouveau. Il s'approcha lentement, comme on entre dans une pièce sacrée. « Est-ce que je peux m'asseoir quelques minutes ?» Elle leva les yeux, lentement. Ses pupilles, sombres et fixes, restèrent posées sur lui plus longtemps que jamais. Il crut y voir passer une tempête de pensées, un calcul silencieux. Puis elle hocha imperceptiblement la tête. Théo s'assit sur le rebord du trottoir, laissant une distance prudente entre eux. Le silence était lourd mais pas hostile. Il le respecta.
Après quelques minutes, il murmura « Tu écris quoi ?» Elle ne répondit pas. Il crut que la question resterait sans écho. Puis, contre toute attente, elle murmura « Ce que j'ai vu, ce que j'ai perdu ». Sa voix était rauque, à peine audible, mais chaque mot était prononcé avec une précision douloureuse. Théo sentit sa gorge se serrer. Elle retourna à son carnet. Le moment était terminé. Mais il savait désormais qu'il avait franchi un seuil. Elle avait parlé. Et il ne s'agissait plus d'un mystère à résoudre. Il s'agissait d'une âme à apprivoiser. Théo, qui avait toujours su comment obtenir des réponses, se retrouvait à présent face à une énigme qu'aucune influence, aucun contact, aucun privilège ne semblait pouvoir résoudre. La jeune femme, toujours aussi énigmatique, n'avait laissé derrière elle que cette réponse sibylline. Ce que j'ai vu, ce que j'ai perdu. Rien de plus. Et pourtant, ces quelques mots hantaient désormais ses nuits, s'insinuaient, dans ses pensées au milieu des réunions, flottaient en écho dans les couloirs silencieux de son appartement. Il sentait qu'elle portait une histoire trop lourde pour être dite d'un trait. Une douleur en couches, superposée au fil du temps, jusqu'à devenir presque invisible à ceux qui ne savaient pas regarder. Incapable de supporter plus longtemps son ignorance, Théo décida d'agir à sa manière. Il retourna voir les commerçants du quartier, multipliant les questions, parfois de façon détournée, parfois plus directe. Un fleuriste lui parla d'elle comme d'une présence presque poétique, installée là comme un morceau de décor insolite. Une coiffeuse se souvint l'avoir vue observer les vitrines, sans jamais entrer. Un vieux libraire, rue Bonaparte, révéla qu'elle venait parfois feuilleter des livres sans les acheter, particulièrement des recueils de poésie et des ouvrages de philosophie. Mais c'est un employé de café, plus jeune, qui livra l'information la plus utile. Il se souvenait l'avoir vue arriver il y avait peut-être 3 ou 4 mois, venu de nulle part, avec un sac usé, un carnet, et ce même regard fatigué. Elle dormait parfois dans l'entrée du métro, parfois sous l'auvent de la librairie fermée. Elle ne parlait pas, elle ne criait pas, elle écrivait. Elle n'avait jamais accepté les repas gratuits qu'on avait tenté de lui offrir, sauf un café noir qu'elle avait accepté une fois, et encore en déposant une pièce en retour sur le comptoir. Elle n'était pas une mendiante, disait le serveur. Elle était en fuite. Ce mot résonna en Théo comme une révélation. En fuite. De quoi? De qui? Il tenta de creuser, de savoir si quelqu'un connaissait son nom. Mais personne ne savait. Rien de plus. Pas un prénom. Pas un indice. Elle était un fantôme avec une écriture humaine. Une silhouette avec une histoire effacée. Ce soir-là, Théo rentra chez lui plus troublé que jamais. Il alluma les lumières de son vaste salon, mais la clarté ne parvint pas à apaiser l'obscurité qu'il sentait grandir en lui. Il alla jusqu'à sa bibliothèque, prit un carnet vierge et y nota tout ce qu'il avait découvert, comme s'il tentait de reconstituer un puzzle dont il ne possédait qu'une poignée de pièces dépareillées. Il traça un fil entre les dates, les lieux, les témoignages. Mais rien ne s'emboîtait. Elle restait insaisissable. Le lendemain matin, elle n'était pas là. Il revint l'après-midi. Rien. Le surlendemain, toujours rien. L'absence brutale le frappa comme un coup sourd. Il se surprit à tourner dans le quartier, regardant chaque recoin, chaque entrée d'immeuble, chaque banc. Il interrogea à nouveau les commerçants, mais aucun ne l'avait vu depuis 2 jours. Une inquiétude sourde grandissait en lui. Et si elle avait disparu pour de bon? Et si elle avait décidé de partir, de fuir ailleurs ou pire, si quelque chose lui était arrivé? Il n'avait jamais connu ce genre d'angoisse, si intime, si irrationnelle. Ce n'était pas une femme qu'il aimait, pas encore, mais c'était une présence qu'il ne supportait plus de perdre. Le 3e jour, elle réapparut, assise au même endroit, comme si rien ne s'était passé. Théo sentit sa gorge se desserrer, son cœur se relâcher. Il s'approcha, à pas plus francs, cette fois. « Tu avais disparu », murmura-t-il. Elle leva les yeux. Ils étaient plus rouges que d'habitude, fatigués. Et pourtant, elle répondit d'une voix calme. « Je m'étais perdue. » Il ne demanda pas où. Il savait qu'elle ne répondrait pas. Mais il s'assit près d'elle en silence. Elle écrivit pendant un moment, puis referma son carnet et le garda entre ses bras, comme un talisman. « Je m'appelle Camille. » Ce prénom, tombé sans avertissement, fut pour Théo comme une clé offerte après un long enfermement. Il ne répondit pas tout de suite. Il voulait le graver en lui,
le laisser raisonner. « Moi, c'est Théo, dit-il enfin, comme si elle ne le savait pas déjà. Elle hocha la tête doucement. « Je sais. » Ils restèrent là quelques minutes encore, dans ce silence étrange qui s'installait entre eux. Un silence qui n'était plus vide, mais habité. Camille regarda le ciel, puis son carnet. « Je n'ai pas besoin de pitié, je n'ai pas besoin d'aide, Théo. J'ai juste besoin qu'on me laisse écrire. » Il sentit dans sa voix une fermeté nouvelle. Une frontière qu'elle venait de tracer, claire, nette. Il la respecta, mais dans ses yeux, il vit autre chose. Une faille, un appel, une vérité qu'elle n'était pas encore prête à dire. Et pour la première fois, Théo comprit qu'il ne cherchait plus à la sauver. Il voulait seulement être là quand elle choisirait, peut-être un jour, de se sauver elle-même. Depuis que Camille avait prononcé son prénom, un équilibre fragile s'était installé entre elle et Théo, une trêve silencieuse tissée de gestes prudents et de mots rares. Il n'y avait pas eu de conversation longue, ni de confidence bouleversante, mais une forme de reconnaissance tacite, une acceptation mutuelle. Elle ne le repoussait plus, mais elle ne l'invitait pas non plus. Théo se tenait toujours à distance, respectant le rythme qu'elle semblait imposer au monde entier. Il lui apportait parfois un café, un fruit, un livre. Parfois elle acceptait, parfois elle ne disait rien. Il ne demandait rien en retour. Ce matin-là, elle écrivait depuis près d'une heure quand Théo s'approcha. Il avait apporté un petit carnet neuf à la couverture rigide, d'un bleu profond, simple mais élégant. Il le lui tendit sans un mot. Camille le prit, le regarda longuement, puis murmura « Il est trop beau pour ce que j'écris. » Théo sourit doucement. « Je crois que non. » Elle garda le carnet sur ses genoux, sans l'ouvrir, puis reprit sa position habituelle, jambes croisées, les mains posées sur ses feuilles usées. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était plus inconfortable. Il était devenu une langue partagée. Après un long moment, sans le regarder, Camille parla. Sa voix était calme, presque monotone, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait longtemps gardé enfoui. J'étais professeur à Lyon, littérature française. J'aimais mon métier, j'aimais mes élèves. J'avais un appartement petit mais lumineux, une bibliothèque pleine, une vie simple. Et puis, tout s'est effondré. Elle marqua une pause, respirant lentement. Mon compagnon m'a trahi. Il a vidé notre compte commun. J'ai découvert qu'il m'avait menti pendant des années. Quand j'ai voulu porter plainte, j'ai appris qu'il avait déposé une plainte avant moi pour des raisons absurdes, montées de toutes pièces. Il m'a accusé de vol, de violence psychologique. J'ai tout perdu en quelques semaines. Ma réputation, mon emploi, mes amis, ma famille, ils ont coupé les ponts. Trop honteux, trop confus. Théo l'écoutait sans bouger, chaque mot s'inscrivant en lui comme une vérité qu'il n'aurait jamais pu deviner. Elle poursuivit, toujours sans le regarder. J'ai quitté Lyon avec un sac, un carnet, et l'idée de disparaître. Je ne savais pas où aller. Paris m'a semblé suffisamment grande pour me perdre. J'ai erré, dormi où je pouvais, et puis j'ai trouvé ce coin. Ici, au moins, je peux écrire. C'est tout ce qu'il me reste. Si je cesse d'écrire, je disparais vraiment. Théo sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Il aurait voulu dire quelque chose, offrir des mots capables de réparer, de réchauffer, mais il savait qu'il n'y avait rien à dire, rien qui puisse combler une telle chute. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait. Il resta. Camille referma son vieux carnet, le posa à côté d'elle. « Tu vois, Théo, je ne suis pas une belle histoire en attente d'un miracle. Je suis un naufrage. Et je refuse qu'on m'érige en cause noble ou en projet de réhabilitation. Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec mes mots. » Il acquiesça lentement, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas toute la vérité. Elle venait de lui tendre une bribe, un fragment, mais il sentait qu'il restait encore tant de silence derrière ce récit. Des silences douloureux, peut-être honteux, peut-être trop anciens pour être formulés, mais pour la première fois, elle avait partagé un morceau d'elle-même, et cela changeait tout. Dans les jours qui suivirent, Théo continua à venir. Parfois il s'asseyait avec elle, parfois non. Ils échangeaient des quelques phrases, quelques silences aussi. Camille paraissait un peu moins sur la défensive. Elle commençait même à poser des questions. De simples curiosités. Ce qu'il faisait, pourquoi il revenait, comment il connaissait Saint-Germain. Il répondait sans trop en dire, par respect, mais toujours avec sincérité. Il évitait de parler de sa richesse, de sa famille, de ses responsabilités. Il voulait qu'elle voie l'homme, pas l'héritier.
et elle semblait le comprendre, ou du moins ne pas chercher à percer ce voile qu'ils tenaient prudemment entre eux. Une nuit, alors que Paris était enveloppé d'un brouillard humide, Théo passa près de son coin habituel et s'arrêta, inquiet. Camille était là, recroquevillée sous un manteau trop fin, le carnet serré contre elle. Il s'approcha, doucement, posa un plaid sur ses épaules. Elle sursauta mais ne protesta pas. « Tu vas tomber malade, dit-il doucement. » Elle soupira. « On tombe malade quand on a encore quelque chose à perdre. » Cette phrase le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il s'agenouilla devant elle, posa une main sur le carnet. « Peut-être qu'on peut retrouver ce qu'on a perdu. » Petit à petit. Camille le regarda enfin droit dans les yeux. « Et si ce qu'on a perdu, c'était soi-même » Il n'eut pas de réponse. Mais il resta là sans bouger, sa main toujours posée sur le carnet. Ce soir-là, il comprit qu'elle ne lui avait pas raconté toute son histoire, mais elle lui en avait confié assez pour qu'il choisisse de rester. Le lien entre Théo et Camille avait désormais la délicatesse d'un fil suspendu entre deux mondes. Ils n'appartenaient ni à la même vie, ni au même code, mais quelque chose d'invisible les reliait, quelque chose qui défiait la logique et les apparences. Depuis leurs premiers échanges, un terrain fragile s'était formé sous leurs pas. Camille n'était plus simplement une silhouette parmi tant d'autres dans les rues de Paris. Elle était devenue un point fixe dans la constellation instable de la vie de Théo. Et pourtant, à chaque tentative d'approche plus concrète, elle dressait une muraille presque instinctive, une résistance enracinée dans les blessures encore ouvertes de son passé. Un matin glacial, Théo s'avança vers elle avec un petit sachet de viennoiserie tiède et un thermos de café noir. Il s'assit à ses côtés, sans même attendre une invitation. Elle leva à peine les yeux, mais ne sembla pas surprise. Depuis quelques jours, leur proximité s'était transformée en un rituel presque tacite. « Il fait vraiment froid aujourd'hui », dit-il simplement. Camille hocha la tête. Elle accepta le café, le tint entre ses mains pour se réchauffer, mais ne toucha pas à la nourriture. Elle restait fine, presque fragile, et pourtant une forme de force émanait d'elle, une force dure, celle de ceux qui ont survécu sans demander la permission. « Tu pourrais aller dans un centre d'accueil, tu sais, » murmura Théo après un moment, « juste pour dormir un peu ou prendre une vraie douche. Je peux t'y accompagner. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il sentit un changement dans l'air. Camille redressa la tête, les yeux plus sombres que d'habitude. Il y avait dans son regard un mélange de colère, de méfiance et de déception. Elle se leva brusquement, ramassant son carnet et son sac. « Je ne suis pas un projet, Théo. » Il se leva à son tour, les mains levées, tenté de lui répondre, mais conscient que la moindre parole mal placée ne ferait qu'aggraver les choses. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Bien sûr que si. C'est toujours ça que vous voulez dire, vous les gens normaux. Vous voyez quelqu'un qui ne vit pas comme vous et vous croyez avoir la solution. Mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je veux juste qu'on me laisse en paix. » Elle tourna les talons avant qu'il puisse insister, disparaissant rapidement dans une rue perpendiculaire, laissant Théo seul, le cœur serré, ses mots suspendus dans l'air froid. Il resta là quelques secondes, puis ramassa le sac de viennoiserie qu'elle avait laissé. Il n'y toucha pas. Les jours suivants furent silencieux. Camille ne réapparut pas à son coin habituel. Théo y passait chaque matin, parfois en soirée, toujours avec l'espoir d'apercevoir sa silhouette familière. Mais elle était partie, comme si elle n'avait jamais existé. Et cette absence, cette coupure soudaine, le hanta bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il se surprenait à revoir la scène en boucle, à analyser chaque mot qu'il avait prononcé, chaque intonation, chaque geste. Il s'en voulait. Il savait qu'il avait franchi une limite, même s'il l'avait fait avec de bonnes intentions. Le troisième jour, en pleine nuit, il rêva d'elle. Il la voyait seule, assise dans un couloir de métro désert, le visage en sang, ses carnets dispersés autour d'elle. Il se réveilla en sursaut, incapable de se rendormir. Il enfila un manteau sorti dans le froid, marchant sans but à travers les rues presque vides de Paris. Il retourna à Saint-Germain-des-Prés, plus par instinct que par raison. Le trottoir était vide, le silence pesait. Puis, comme un miracle discret, il l'aperçut, plus loin que d'habitude, assise sous un porche, recroquevillée, sans son carnet. Il s'approcha lentement. Camille tremblait de froid. Ses mains étaient rouges, presque violettes, et surtout elle avait l'air perdue. Vraiment perdue. « Camille ?» Elle leva les yeux, et cette fois,
Il y lut autre chose. De la fatigue, de la douleur et une forme de résignation. Elle ne parla pas. Il enleva son manteau sans réfléchir, le posa sur ses épaules, puis la prit doucement par le bras. « Viens, tu ne peux pas rester là. » Elle ne résista pas. Ce geste simple, presque irréel, lui rappela que le combat pouvait attendre, que parfois le corps devait parler à la place de la volonté. Il la conduisit jusqu'à un petit hôtel discret où il avait parfois logé des invités de passage. Le réceptionniste, bien que surpris, ne posa pas de questions. Théo régla pour plusieurs nuits, demanda une chambre au calme avec une salle de bain privée. Il l'aida à s'installer, ouvrit le chauffage, déposa quelques affaires de toilette sur la table. Camille s'assit sur le lit, le regard vide. Elle ne disait toujours rien. « Je vais partir », dit-il doucement. « Tu peux dormir, prendre une douche si tu veux. Il n'y a pas d'attente, aucun piège, juste du calme. » Il allait franchir la porte quand elle murmura « Ils m'ont volé mon carnet. » Il se retourna. Son visage était baigné de larmes silencieuses. « Ils m'ont tout pris. » Théo revint vers elle, s'agenouilla, posa une main sur la sienne. « On va le remplacer. Et tu écriras encore. Je te le promets. » Camille hocha la tête, sans force. Ce soir-là, elle ne dormit pas tout de suite. Mais elle resta dans cette chambre, sous ce toit. Et elle laissa Théo refermer la porte derrière lui, sans colère, sans cri. Il venait, sans le savoir, d'ouvrir la première fenêtre vers un nouveau chapitre. Noël approchait, et Paris s'illuminait comme un écrin précieux. Les vitrines des grands boulevards s'habillaient d'or et de rouge. Les passants pressés portaient des paquets colorés, et les rues résonnaient de musique festive. Dans cet éclat général, Théo ressentait une dissonance. Rien ne lui semblait plus artificiel que cette effusion de lumière et de promesses vides. Chaque décoration lui rappelait ce qu'il n'avait jamais vraiment eu, la chaleur sincère d'un foyer, l'authenticité d'une soirée sans apparat. Depuis qu'il avait installé Camille à l'hôtel, il passait quotidiennement prendre de ses nouvelles. Il ne s'imposait pas, se contentait de lui laisser à la réception un mot, un repas chaud, parfois un nouveau carnet. Elle ne répondait presque jamais, mais il savait qu'elle les recevait. Il avait demandé au personnel de ne jamais la déranger, de ne poser aucune question. Le silence, à ce stade, était la seule preuve de respect véritable qu'il pouvait lui offrir. La veille de Noël, Théo avait quitté une soirée mondaine organisée dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, écœuré par l'hypocrisie des sourires et les conversations vidées de sens. Il avait marché longtemps, sans but, précis, jusqu'à ce que ses pas le ramènent naturellement à Saint-Germain-des-Prés. Une bruine fine tombait sur les pavés. L'air sentait le vin chaud, la cannelle, mais aussi cette solitude particulière qui s'accroche aux murs des villes pendant les fêtes. En passant près de la librairie fermée, il s'arrêta net. Camille était là, pas à l'hôtel, pas à l'abri, mais là, dehors, assise contre le mur, recroquevillée sous un manteau trop fin, le visage pâle, tremblante de froid. Elle ne portait pas son carnet. À ses côtés, un sac éventré, ses affaires éparpillées, humides. Elle ne bougeait presque plus. Théo accéléra le pas, s'agenouilla aussitôt. « Camille !» Elle ouvrit les yeux avec difficulté. Ses lèvres étaient gercées, son regard vidé d'émotion. Elle murmura « Ils ont tout pris. » Il comprit, immédiatement. Quelqu'un l'avait agressé. Peut-être des jeunes en quête de distraction, peut-être un autre sans-abri désespéré, mais peu importait. Son monde, déjà réduit à presque rien, venait de se fissurer encore un peu plus. Il la prit doucement dans ses bras, sentant la dureté de son corps glacé contre le sien. « Viens, on rentre. » Elle ne protesta pas. Il la souleva sans effort, sentit son corps léger comme celui d'un enfant malade. Il marcha vite, l'abritant de son manteau, la maintenant contre lui avec une tendresse nouvelle, presque instinctive. Dans la rue, personne ne les remarquait. C'était comme si, malgré leurs différences de monde, ils n'existaient plus que dans cette bulle fragile de silence et de nuit. Arrivé à l'hôtel, il fit ouvrir la porte sans un mot, porta Camille jusqu'à sa chambre et la déposa. Sur le lit, il alluma le chauffage au maximum, lui apporta une couverture épaisse, puis s'agenouilla à nouveau près d'elle. « Tu vas rester ici autant que tu veux. Personne ne te mettra dehors. Personne ne te forcera à quoi que ce soit. Je m'en porte garant. » Camille hocha à peine la tête. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Il ne les essuya pas. Il resta là, simplement, présent, inébranlable.
Elle finit par murmurer « Le carnet ». C'était tout ce que j'avais. Il ouvrit son sac et en sortit un carnet identique à celui qu'il lui avait offert quelques jours plus tôt. Le bleu profond de la couverture brillait faiblement à la lumière de la lampe. Ce n'est pas le même, mais c'est un nouveau départ. Elle prit le carnet avec une lenteur presque solennelle, le serra contre elle comme un trésor retrouvé. Puis elle ferma les yeux, son souffle encore irrégulier. Théo resta assis, dans un fauteuil, veillant sur elle jusqu'à ce que son sommeil devienne plus paisible. Dans cette chambre d'hôtel banale, un moment silencieux mais bouleversant venait de se produire. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas de promesse, juste un geste, une présence, un respect total de la fragilité de l'autre. Théo ne cherchait plus à comprendre, ni à résoudre. Il n'était plus là en observateur fasciné. Il était devenu un pilier dans le chaos d'une vie qui n'était pas la sienne, et cela changeait tout. Le lendemain matin, jour de Noël, il revint avec un sac contenant un pull en laine, un livre de Rimbaud et une simple carte sur laquelle il avait écrit « Je ne suis pas pressé ». Écrit d'or vis, je suis là. Camille, encore fragile, lut la carte mais ne dit rien. Elle hocha doucement la tête, puis ouvrit le carnet bleu. Pour la première fois depuis des jours, elle recommença à écrire. Ce fut le cadeau le plus précieux que Théo n'avait jamais reçu. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence doux, presque cérémonial. Camille restait dans sa chambre d'hôtel, sortait peu, mangeait lentement, écrivait chaque jour. Elle acceptait les livres que Théo lui apportait. Parfois un repas, mais rien de plus. Il ne posait pas de questions. Il s'asseyait, lisait en silence pendant qu'elle noircissait les pages de son carnet bleu ou s'occupait à trier ses pensées, son regard perdu au-delà de la fenêtre embuée. Une routine discrète s'installait entre eux, faite de respect et d'attente. Il sentait qu'un seuil avait été franchi, mais qu'il n'avait pas encore le droit de demander ce qu'il y avait derrière. Un matin, alors qu'il entrait dans la chambre avec un sac de viennoiserie, il trouva Camille assise au sol, dos contre le lit, un cahier posé devant elle. Elle écrivait depuis longtemps, à en juger par la pile de feuilles froissées à côté d'elle. Ses cheveux étaient relevés négligemment. Son visage portait encore les traces d'une nuit agitée. Elle leva les yeux vers lui, puis regarda le carnet. « Tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans » Théo s'assit lentement à côté d'elle. « Seulement si tu veux me le dire. » Elle prit une profonde inspiration, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer était un morceau de peau arraché. « Je t'ai dit que j'étais professeur, c'est vrai, mais ce n'est qu'un morceau. Avant ça, j'étais quelqu'un d'autre. J'écrivais des poèmes, des nouvelles, des articles, pour des revues locales. J'avais publié sous pseudonyme timidement, sans prétention. J'avais ce rêve, tu vois, celui de vivre de mes mots. Pas pour la gloire, juste pour exister autrement. » Elle s'interrompit, les yeux fixés sur un point invisible. Puis, j'ai rencontré Victor, un homme charmant, brillant, plus âgé. Il m'a encouragé, m'a soutenu, m'a poussé à croire en moi. Je l'ai aimé, d'une façon déraisonnable. J'ai commencé à écrire pour lui, à travers lui. J'ai signé des choses qu'il avait commencées. Il a publié sous mon nom. Au début, c'était flatteur, puis ça s'est retourné. Quand j'ai voulu reprendre le contrôle, il m'a menacé. Il m'a fait passer pour instable. Il a montré des textes sortis de leur contexte, des lettres que j'avais écrites dans des moments de faiblesse. Il a tout retourné contre moi. Théo l'écoutait sans bouger, chaque mot gravant en lui une blessure invisible. Quand j'ai essayé de me défendre, il était déjà trop tard. Ma réputation était ruinée. L'université n'a pas renouvelé mon contrat. Mes collègues ont détourné les yeux. Ma famille m'a dit de ne pas faire d'histoire. Ils avaient honte. J'ai disparu. Elle se mit à trembler légèrement. Théo enleva doucement son manteau et le posa sur ses épaules. Je suis parti sans rien. Je ne pouvais plus écrire. Chaque mot me rappelait Victor. Chaque phrase était suspecte. Il avait sali même ça. Alors j'ai tout brûlé. Mes carnets, mes brouillons, mes souvenirs. Tout. Sauf un. Celui que j'avais avec moi quand je suis arrivé ici. Elle serra, les genoux contre elle, le regard brillant mais sec. Ce carnet, c'était mon dernier lien avec moi-même. Et quand je l'ai perdu, quand ils me l'ont volé, je me suis dit que c'était fini, que je n'avais plus rien. Mais tu es venu, tu n'as rien exigé. Tu n'as pas tenté de comprendre à ta manière. Tu as juste attendu. Et ça, c'est plus que ce que personne n'a jamais fait pour moi.
Théo s'approcha un peu plus. Il ne parla pas. Il savait que le silence était parfois la plus sincère des réponses. « Ce nouveau carnet, continua Camille en le tenant dans ses mains, c'est le premier que je remplis sans colère. J'écris dedans comme si j'écrivais à quelqu'un qui ne me jugera jamais, à quelqu'un qui m'a vu dans la boue et qui n'a pas détourné les yeux. » Elle le regarda enfin, vraiment, avec une intensité qui faisait vaciller l'air entre eux. « Peut-être que je ne redeviendrai jamais celle que j'étais, peut-être que c'est mieux ainsi. Mais grâce à toi, je commence à croire que je peux être autre chose que l'ombre d'un passé. » Théo sentit sa gorge se serrer. Il voulait dire qu'il était là, qu'il resterait, qu'il croyait en elle. Mais les mots lui semblaient trop faibles, trop réducteurs. Alors il tendit simplement la main. Elle la prit sans hésiter. Ils restèrent ainsi un long moment assis sur le sol, entre les feuilles blanches et les souvenirs blessés, reliés par une vérité silencieuse. Ce jour-là, Camille n'écrivit pas, mais elle commença à guérir. La relation entre Théo et Camille s'était métamorphosée, lentement mais sûrement, en quelque chose de plus vaste que ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Elle n'était pas née d'un coup de foudre, ni nourrie par une passion impétueuse. Elle s'était construite dans le silence, dans les gestes retenus, dans la douleur partagée. Pourtant, malgré cette discrétion, elle n'était plus invisible. Le monde extérieur, lui, ne tarderait pas à remarquer ce qu'eux-mêmes ne nommaient pas encore. Tout avait commencé par une indiscrétion involontaire. Un soir, au détour d'un dîner organisé chez un ancien camarade de Sciences Po, Théo avait mentionné Camille, presque par automatisme, sans entrer dans les détails. Il avait simplement dit qu'il passait du temps avec quelqu'un qui écrivait, une femme hors du commun. Il n'avait pas prévu l'effet que cela produirait. Les regards s'étaient croisés, discrets, mais suffisamment éloquents. En moins d'une semaine, la rumeur s'était répandue dans son cercle. Théo Morel fréquentait une femme sans statut, sans nom dans les colonnes mondaines, une inconnue sortie de nulle part. Sa mère fut la première à l'appeler. « Théo, j'ai entendu des choses. Tu sais que je ne suis pas du genre à me mêler de ta vie, mais tu donnes à parler. » Il savait exactement ce que cela voulait dire. Dans leur monde, tout ce qui échappait à la norme devenait immédiatement suspect. Il essaya de rester calme, de ne pas s'irriter. « Je passe du temps avec quelqu'un, oui. » « Et alors ? Quelqu'un ? Théo, tu es un Morel. Tu ne peux pas t'attacher à n'importe qui. Ce n'est pas contre elle, mais enfin, une femme de la rue, que sais-tu vraiment d'elle ?» Il sentit la colère lui monter au visage, une chaleur qu'il connaissait mal, lui d'ordinaire si tempérée. « Je sais qu'elle est plus vraie que tout ce que j'ai vu dans nos réceptions ces 10 dernières années. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel reproche. Les tensions ne tardèrent pas à s'infiltrer dans ses amitiés. Certains de ses anciens camarades lui posaient des questions déguisées en curiosité. D'autres se permettaient des plaisanteries amères, dissimulées derrière un humour acide. Il réalisa alors que son monde n'était pas seulement fait d'apparence, mais aussi de limites qu'il n'avait jamais osé tester. Camille, par sa seule présence, venait d'en franchir plusieurs. Elle, de son côté, avait commencé à le remarquer. Ce n'était pas qu'il lui racontait tout, mais son regard parfois absent, son visage fermé au retour de certaines journées, en disait plus que les mots. Elle n'insistait pas, mais elle voyait. Et un matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, elle posa doucement la tasse et dit « Tu vas devoir choisir. » Théo leva les yeux, surpris. « Choisir ? Entre ce que tu es avec moi et ce que le monde attend que tu sois. Ce monde qui t'applaudit tant qu'il te contrôle. » Il resta silencieux. Elle n'avait pas tort. Il sentait en lui cette dualité croissante. D'un côté, le confort d'un statut hérité, structuré, prédéfini. De l'autre, une vie incertaine, construite sur une vérité fragile, mais vibrante. « Je ne te demande rien, Théo. Je n'ai jamais voulu que tu sacrifies quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. » Ce soir-là, il rentra chez lui avec une sensation étrange, comme si ses propres murs lui devenaient étrangers. Il regarda ses œuvres d'art accrochées au mur, ses meubles dessinés sur mesure, son espace millimétré. Rien ne vibrait. Tout sonnait creux. Il s'assit au centre du salon, dans le silence parfait, et comprit qu'il n'avait plus sa place dans cette version de sa vie. Le lendemain, il retourna voir Camille, les yeux cernés mais le cœur plus léger. « J'ai une maison. À la campagne, pas loin de Paris. Discrète, tranquille. Je n'y vais jamais, mais
Elle pourrait être à toi, à nous, si tu veux. » Elle le regarda longtemps. Puis elle sourit. Un vrai sourire. Le premier qu'il voyait sur son visage depuis leur rencontre. « Alors allons-y. » Ce ne fut pas une décision romantique, mais un acte d'ancrage, un choix, un poids assumé. Et pour la première fois depuis longtemps, Théo se sentit libre. La maison se trouvait à 1 heure de Paris, nichée entre les arbres d'un petit hameau oublié par le temps. Construite en pierre claire, avec des volets d'un bleu pâle défraîchi, elle respirait une tranquillité rare. Elle n'avait rien d'exubérant. C'était une maison simple, héritée d'un grand-oncle que Théo n'avait jamais vraiment connu, laissée intacte pendant des années, visitée seulement quelques fois pour vérifier que la toiture tenait encore. À ses yeux, elle avait toujours été un vestige inutile, une échappatoire qu'il n'avait jamais eu le courage d'emprunter. Jusqu'à Camille. Ils y arrivèrent un matin de printemps, alors que la ville commençait à se défaire du froid. Camille ne dit rien en descendant de la voiture. Elle regarda la maison longuement, marcha lentement jusqu'au petit jardin envahi de ronces, effleura du bout des doigts le vieux portail grinçant. Théo la suivait à distance, silencieux. Il savait que ce lieu, pour elle, représentait bien plus qu'un abri. C'était un possible recommencement. À l'intérieur, la maison était couverte de poussière, les meubles bâchés, les volets clos. Il fallut plusieurs heures pour la nettoyer, ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière. Camille retroussa ses manches, nettoya sans se plaindre, comme si elle avait quelque chose en elle. Chaque coup de balai, chaque meuble déplacé, chaque fenêtre ouverte semblait redonner un peu de couleur à son visage. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes disaient tout. Elle acceptait ce lieu, elle s'y installait pas seulement physiquement, mais intérieurement. Les jours qui suivirent furent faits de rituels simples. Théo réparait les volets, jardinait, faisait les courses au village voisin. Camille écrivait. Elle s'installait dans la petite véranda le matin, entourée de ses carnets, de livres, de tasses de thé, et laissait les heures passer sans se soucier du temps. Elle écrivait avec la fébrilité d'une vie retrouvée, d'une voix qu'on croyait disparue. Théo ne lisait jamais ce qu'elle écrivait, sauf lorsqu'elle décidait de lui lire elle-même un passage, et ces moments-là étaient parmi les plus précieux. Il la regardait, redonnait forme à ce qu'elle avait été, à ce qu'elle devenait. Mais cette paix n'était pas faite pour rester invisible. Un matin, alors qu'il prenait un café dans le jardin, Théo reçut un appel de son assistante. Elle parlait vite, affolée, désignant un article publié dans une revue People. L'héritier Théo Morel et sa compagne au passé trouble, la vérité derrière leur retraite rurale. Accompagnée de 2 photos volées, l'une d'eux marchant dans le jardin, l'autre de Camille assise à la terrasse d'un café du village, l'article relatait, avec une perfidie soigneusement dosée, l'histoire de leur rencontre, déformée, dramatisée, déshumanisée. On y parlait de femmes sans domicile fixe, de relations inattendues, de chutes sociales spectaculaires pour Théo. Il lut l'article en silence, les mâchoires serrées. Camille, en voyant son visage, comprit immédiatement. Elle prit le téléphone, lut le texte, puis le posa calmement sur la table. « Voilà, ça devait arriver. Je suis désolée. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas toi, c'est eux. Ce monde qui ne comprend pas que certaines choses ne sont pas à vendre. » Il crut voir pendant un instant l'ancienne Camille, celle des rues, celle des silences, mais elle n'était plus seulement cela. Elle s'était relevée et désormais, elle avait une voix. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « J'en ne fais rien. Ils veulent une réaction. On ne leur donnera rien. » Mais le tumulte médiatique ne s'arrêta pas là. D'autres articles suivirent. Des chroniqueurs y allèrent de leurs commentaires, spéculant sur les raisons de cette relation insolite. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains défendaient Camille, louaient son courage. D'autres la traitaient d'usurpatrice, de manipulatrice. Une chaîne de télévision tenta même d'envoyer un journaliste jusqu'au village. Il fallut les menacer de poursuites pour les éloigner. Camille, d'abord stoïque, commença à vaciller, pas sous les attaques elles-mêmes, mais sous l'invasion. Elle qui avait tant protégé son anonymat se retrouvait exposée, étiquetée, interprétée par des inconnus. Théo voyait son regard se durcir à nouveau, ses gestes se refermer. Il sentit la peur renaître en elle, celle de redevenir une cible,
de perdre ce qu'elle avait reconstruit. Un soir, elle lui dit « Si tu veux que je parte, je comprendrai. Tu as encore ta vie là-bas, tes responsabilités, tes projets. Tu ne m'as rien promis. » Il se leva, marcha jusqu'à elle, s'agenouilla devant sa chaise. Il prit ses mains dans les siennes. « Ce que je veux, Camille, ce n'est pas une vie dans les magazines. Ce n'est pas un nom sur une porte. Ce que je veux, c'est être ici avec toi, peu importe le reste. » Elle le regarda longuement, cherchant la faille dans ses mots. Elle n'en trouva pas. « Alors il faut du courage, plus qu'on ne pense. J'en ai. Et toi aussi ?» Elle ferma les yeux lentement, puis elle se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser sans mise en scène, sans feu d'artifice, mais chargé de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Un serment muet. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus du monde extérieur. Ils s'endormirent l'un contre l'autre dans le silence de la campagne, le cœur enfin apaisé. Et au petit matin, Camille écrivit « L'amour n'est pas un refuge, c'est une bravoure. » La tempête médiatique s'était calmée, mais ses répercussions restaient vivaces dans l'intimité de la maison de campagne. Théo et Camille avaient réussi à maintenir une bulle de silence, mais ils savaient que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Leur quotidien avait retrouvé une forme de paix, faite d'habitudes partagées, de lectures croisées et de silences complices. Pourtant, sous cette apparence tranquille, quelque chose bouillonnait, une énergie nouvelle, une tension créatrice, que Camille semblait apprivoiser à chaque ligne qu'elle écrivait. Depuis le scandale, elle n'avait jamais autant écrit. Les mots jaillissaient d'elle avec une intensité qu'elle ne maîtrisait pas totalement, comme si le tumulte extérieur avait fait sauter les derniers verrous de son expression. Un après-midi d'avril, alors que Théo réparait une clôture, derrière la maison, Camille sortit sur la terrasse avec un dossier entre les mains. Elle l'avait imprimé la veille dans un petit café du village, discrètement. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient déterminés. Théo la vit arriver, posa ses outils, s'essuya les mains et s'approcha. « C'est quoi ?» demanda-t-il en désignant le dossier. « Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, murmura-t-elle. J'ai reçu un courriel d'une maison d'édition. Ils m'ont retrouvé à travers un ancien blog que j'avais oublié, un blog que je tenais avant. Tout ça. » Elle lui tendit le dossier. À l'intérieur, une lettre imprimée, polie mais enthousiaste, signée par une éditrice renommée. Elle expliquait qu'elle était tombée par hasard sur des textes publiés anonymement des années plus tôt et qu'elle avait reconnu une voix unique, singulière, puissante. Elle proposait à Camille de discuter d'une éventuelle publication, une vraie opportunité. Un livre, une renaissance. Théo lut la lettre 2 fois. Lorsqu'il releva les yeux, Camille avait baissé les siens comme si elle redoutait son jugement. « Tu devrais répondre, dit-il simplement. Tu crois que j'en suis capable ? Je crois que tu es né pour ça. » Elle resta silencieuse un moment, les doigts crispés sur le papier. Et si c'était une erreur? S'il me proposait ça juste à cause du scandale? Parce que je suis devenue l'histoire intéressante du moment? Même si c'était le cas, ce ne sont pas eux qui comptent. C'est ce que tu vas écrire. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. Cette réponse sembla la toucher. Elle rentra dans la maison, referma la porte doucement. Le soir même, elle s'installa à son bureau et commença à répondre à l'éditrice. Elle choisit ses mots avec soin, précis, sans fioritures. Elle proposa d'envoyer un manuscrit en cours, un recueil de fragments qu'elle écrivait depuis son arrivée à la maison. Elle n'attendait rien. Elle écrivait parce qu'il fallait que les choses soient dites. 2 semaines passèrent. Puis, une réponse arriva. Enthousiaste, encouragée. L'éditrice avait lu les extraits envoyés par Camille en une seule nuit. Bouleversée. Elle voulait signer un contrat. Elle proposait un travail éditorial léger, affirmant que le texte était presque prêt à être publié. Camille, d'abord, incrédule, relut la réponse plusieurs fois. Elle ne souriait pas. Elle semblait frappée par la portée de ce moment. « Ils veulent le publier », murmura-t-elle à Théo, une nuit alors qu'il dînait sous la véranda. « Tu te rends compte ?»« Je m'en rends compte, oui. Mais ce qui me frappe le plus, ce n'est pas qu'ils veuillent le publier. C'est que tu sois prête à le laisser sortir. » Camille hocha la tête lentement. Peut-être qu'il est temps. Alors commença un travail intense. Camille relut ses textes, les corrigea, les réorganisa. Elle passait des heures plongée dans ses carnets, parfois silencieuses, parfois traversées de doutes. Théo l'accompagnait dans chaque étape, sans jamais interférer. Il préparait les repas, lui laissait l'espace nécessaire, lisait lorsqu'elle le lui demandait. Ils formaient un duo discret,
unis par une confiance profonde, presque sacrée. L'annonce de la publication fut faite discrètement par l'éditeur. Pas de grande campagne, pas de tapage, juste un communiqué simple, une voix retrouvée. Mais l'effet fut immédiat. Les anciens lecteurs du blog se manifestèrent. Des critiques littéraires, curieux, demandèrent des épreuves. Et bientôt la rumeur enfla. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une femme sortie de la rue, c'était l'histoire d'une plume unique, d'une introspection bouleversante, d'un talent brut et douloureusement sincère. Le livre sortit un mois plus tard. Camille, fidèle à elle-même, refusa toutes les interviews au départ. Elle accepta seulement de répondre par écrit à quelques questions, toujours anonymement. Mais ce fut suffisant. Les librairies commandèrent, par centaines. Les critiques furent élogieuses, et le public suivit. En quelques semaines, les fragments de l'ombre devinrent un succès inattendu. Théo l'observait chaque jour, s'épanouir dans ce rôle qu'elle n'avait jamais revendiqué, mais qu'elle assumait maintenant avec pudeur. Elle ne cherchait pas la lumière. Elle ne cherchait rien. Elle écrivait. Et c'était suffisant. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble après une longue journée, Camille posa sa main sur celle de Théo. « Merci. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas fait. Tu ne m'as jamais poussé. Tu ne m'as jamais réduite à une cause. Tu m'as juste regardé, écouté et laissé libre. » Il lui répondit par un sourire discret. « C'est toi qui as tout fait. Moi, je n'ai fait qu'attendre. » Et dans ce silence partagé, dans cette véranda aux lumières tamisées, entre les feuilles d'un manuscrit devenu livre, une nouvelle vie s'écrivait. Une vie qu'aucun scandale, aucune rumeur, aucun jugement n'avait su empêcher. Une vie reconstruite à la force des mots. Depuis la publication de son livre, la vie de Camille s'était transformée, lentement, mais irréversiblement. Elle n'était plus seulement cette femme au passé invisible, cette silhouette assise sur le trottoir de Saint-Germain-des-Prés. Elle était devenue une voix, une présence, une écrivaine dont les mots résonnaient dans le cœur des lecteurs avec une vérité rare. Et pourtant, elle restait elle-même. Elle refusait les artifices, évitait les plateaux de télévision, n'acceptait que les rencontres qui avaient du sens, les librairies de quartier, les cercles de lecture, les écoles, qui invitèrent leurs élèves à découvrir la littérature autrement. Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Elle choisissait. Et dans cette liberté nouvelle, elle retrouvait une forme de souveraineté qu'on lui avait longtemps niée. Théo, lui, l'accompagnait toujours avec la même discrétion. Il n'était pas son agent, ni son protecteur, ni même son porte-parole. Il était celui qui préparait le café le matin, celui qui rangeait les carnets dans l'ordre, qui lisait à voix haute les passages qu'elle n'osait pas encore partager. Leur relation, née dans les marges, s'était ancrée dans une tendresse rare. Ils vivaient loin des regards, dans la maison de pierre, entourée de livres, de silences partagés et de projets simples. Ils cultivaient un potager. Ils cuisinaient ensemble. Ils faisaient de longues promenades dans les champs voisins, échangeant parfois une phrase, parfois rien. Leur amour n'avait pas besoin d'effusion. Il était. Le succès du livre avait attiré l'attention d'autres éditeurs, de journalistes, de maisons de production même. On parlait d'adaptation, de traduction, de prix littéraires. Camille recevait tout cela avec une distance presque ironique. Elle n'écrivait pas pour être connue. Elle écrivait parce qu'elle en avait besoin. Elle refusait les propositions tapageuses, acceptait parfois une demande venue d'un autre pays, à condition qu'on respecte le texte tel qu'il avait été écrit. Elle ne voulait pas qu'on l'habille d'un récit héroïque, qu'on la transforme en icône. Elle voulait rester une femme qui écrit, rien de plus. Dans cette période de reconnaissance, Théo fit lui aussi un choix important. Il décida de quitter ses fonctions dans l'entreprise familiale. Il annonça à sa mère, à ses associés, qu'il renonçait à ses parts, à ses responsabilités, à cette vie qu'il n'avait jamais vraiment choisie. La nouvelle provoqua un choc dans son milieu. On parla de folie, de trahison, de crise existentielle. Mais lui savait. Il n'abandonnait rien. Il se libérait. Avec une partie de son héritage, il créa une fondation discrète, destinée à soutenir les personnes en situation de grande précarité qui, comme Camille, avaient connu la rue, la solitude, l'effacement. Il ne voulait pas sauver qui, que ce soit. Il voulait offrir des espaces de respiration, des opportunités, des outils. La fondation s'appela Le Mot Retrouvé,
en hommage à ce que Camille avait reconquis en reprenant la plume. Elle assista à la création, assise au premier rang, silencieuse, les mains jointes. Elle ne prononça pas de discours. Mais à la fin, elle glissa un mot à Théo. « Tu sais que je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. » Il secoua la tête. « C'est faux. Mais je suis heureux d'avoir été là. » Les mois passèrent. Camille continua d'écrire, mais à son rythme. Elle publia un deuxième livre, plus personnel encore, plus épuré, moins structuré, mais tout aussi puissant. Il n'eut pas le même succès commercial, mais toucha profondément ceux qui le lurent. Elle se détachait peu à peu de l'urgence, écrivait désormais pour construire, pour semer, pas seulement pour survivre. Elle animait parfois des ateliers d'écriture dans des centres sociaux, des hôpitaux, des prisons. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle laissait surgir les mots des autres, et dans chaque regard qui s'illuminait, elle retrouvait un fragment d'elle-même. Théo, de son côté, trouvait dans cette vie lente une forme de vérité qu'il n'avait jamais connue. Il travaillait avec la fondation, gérait les demandes, visitait les partenaires. Il parlait peu de son passé. Dans le village, on le connaissait simplement comme le compagnon de Camille. Cela lui suffisait. Leur maison était devenue un lieu d'ancrage, une halte. Certains y passèrent quelques jours, quelques semaines, invités par la fondation pour se reposer, écrire, reconstruire. Camille préparait le petit déjeuner. Théo entretenait le jardin. Ils vivaient là, ensemble, comme deux gardiens d'un monde discret, tissé de résilience et de lenteur. Leur amour, à mesure qu'il s'installait, devenait plus profond. Il n'y eut jamais de demande officielle, pas de cérémonie. Juste un matin, dans le silence du printemps, Camille glissa une bague simple au doigt de Théo, forgée par un artisan du village. Il fit de même quelques jours plus tard. Ils n'en parlèrent pas. Ils se regardèrent et cela suffisait. Un jour, alors qu'ils observaient les premières neiges depuis la fenêtre de la véranda, Camille posa sa tête sur l'épaule de Théo et murmura « Tu te souviens du jour où tu m'as vu pour la première fois ?» Chaque détail. Moi aussi, et tu sais ce que je ressens quand j'y repense ? Dis-moi. De la gratitude. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ne pas avoir eu peur de moi, pour m'avoir vu, vraiment. Théo la serra contre lui, en silence. Ils étaient loin de tout, loin du bruit, loin des récits qu'on fabrique pour les autres. Ils étaient ensemble. Et dans ce monde qu'ils avaient construit de leurs mains, chaque mot, chaque silence, chaque regard avait trouvé sa place. Leurs victoires n'avaient pas été criées sur les toits, mais elles étaient réelles. Et elles étaient nées, toutes, de la seule chose que personne ne pouvait feindre, un amour véritable. Le temps avait passé, ni brutalement, ni à pas feutré. Il avait simplement glissé sur eux comme un drap sur un corps endormi, leur laissant une vie douce, loin des tumultes d'autrefois. La maison, maintenant entièrement habitée, portait les marques de leur histoire commune. Les murs s'étaient enrichis de photographies discrètes, de livres en piles, de carnets annotés, de tasses ébréchées devenues inséparables. Le jardin, autrefois en friche, offrait désormais ses fleurs sauvages au printemps, ses tomates en été, ses branches nuez en hiver. Et à chaque saison, Camille et Théo semblaient se réinventer, toujours avec cette lenteur précieuse qu'ils avaient choisie, ensemble, loin de tout ce qu'on avait attendu d'eux. Camille écrivait toujours, mais plus avec la même urgence qu'autrefois. Elle écrivait comme on respire, pour exister, pour déposer, pour transmettre. Elle travaillait sur un troisième ouvrage, une œuvre hybride, mêlant récits, fragments, pensées intimes. Elle ne se pressait pas. Elle disait souvent que ce serait peut-être son dernier, non pas parce qu'elle voulait s'arrêter, mais parce qu'elle avait compris que chaque livre devait être écrit comme si c'était le dernier, avec sincérité, avec mesure, sans ambition inutile. Elle se refusait à devenir un personnage. Elle restait une femme qui avait traversé, aimé, perdu, reconstruit. Elle voulait que ses mots reflètent cela. Non une héroïne, mais une humaine. Théo, lui, avait trouvé sa place dans les gestes simples. Il ne parlait presque jamais du passé, ni de l'entreprise, ni de Paris, ni de cette version de lui qu'il avait abandonnée. Il s'occupait du terrain, de la maison, de la fondation, à distance. Il recevait parfois d'anciens amis, curieux ou admiratifs, souvent perdus dans leur propre parcours. Il ne jugeait pas, il accueillait. Et chacun repartait changé, un peu plus calme, un peu plus honnête avec lui-même. Un jour de fin d'été,
Un journaliste discret, choisi par Camille pour sa délicatesse, vint leur rendre visite. Il voulait écrire un article, non sur le livre ou le succès, mais sur la maison, sur cette façon de vivre à contre-courant, sur ce qu'était devenu cet amour improbable qui avait autrefois fait tant parler. Il passa 2 jours avec eux, partagea les repas, écouta plus qu'il ne questionna. Le texte qu'il publia quelques semaines plus tard ne portait pas de titre accrocheur, pas de sous-entendu. Il s'intitulait simplement « Ce qui reste ». Et ce qui restait, en effet, c'était cette vie construite à partir d'un regard échangé au bord d'un trottoir. L'article fit peu de bruit, et c'était parfait ainsi. Camille et Théo ne voulaient plus être dans l'œil du public. Ils n'avaient jamais voulu l'être. Leur histoire, ils la racontaient désormais à travers les autres, par ceux qu'ils accueillaient, par ceux qu'ils soutenaient, par ceux qui, ayant touché le fond, venaient dans leur maison chercher autre chose qu'un abri, une seconde. Chance. Parmi eux, il y eut une jeune femme enceinte, rejetée par sa famille, un homme de 50 ans sorti d'une longue dépression, une adolescente en fugue passionnée de dessin. Aucun ne restait longtemps, mais tous repartaient avec quelque chose de nouveau. Un mot, une idée, un silence partagé. Camille disait souvent que l'amour n'était pas un remède, mais un terrain fertile, et que chacun devait y planter ce qu'il avait à offrir. Les années passaient, lentement, délicieusement. Ils ne se mariaient pas, ne célébraient pas d'anniversaire fastueux, mais chaque année, le jour de leur rencontre, Théo préparait le même petit déjeuner, du pain grillé, du beurre salé, un œuf mollet. Camille, elle, lui offrait une page, une seule, écrite à la main, une pensée, un souvenir, une promesse. Ils savaient que le monde autour d'eux continuait, s'agitait, criait. Ils n'étaient pas aveugles. Mais ils avaient fait le choix d'un autre rythme, d'un autre langage, celui du respect, de la reconstruction, du silence fertile. Un matin d'automne, alors qu'ils ramassèrent les dernières pommes du jardin, Camille s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. « Tu sais, Théo, si tu ne m'avais pas regardé ce jour-là, je crois que j'aurais disparu. Pas dans le sens dramatique. Disparu doucement, comme ces choses qu'on oublie parce qu'elles ne font pas de bruit. » Il s'approcha d'elle, passa son bras autour de ses épaules. « Tu ne pouvais pas disparaître. Tu brillais déjà. Il fallait juste que quelqu'un te voie. » Elle posa sa tête contre lui. « Et toi, tu crois que tu te serais trouvé si tu ne m'avais pas vu ?» Il sourit doucement. « Non, je n'étais pas perdu, j'étais endormi. Alors on s'est réveillés ensemble. Oui, on s'est réveillés ensemble. Et dans ce simple échange, tout était dit. Leur amour n'avait pas surgi dans les pages d'un conte, ni dans les projecteurs d'un drame. Il était né là où personne ne le cherchait, au bord d'un trottoir, dans un regard silencieux, entre les lignes d'un carnet usé. Il avait survécu au mépris, à la peur, au jugement. Il s'était enraciné dans l'authenticité, dans la lenteur, dans l'absence de certitude. Des années plus tard, alors que les cheveux de Théo grisonnaient et que Camille écrivait plus lentement, on leur demanda lors d'une rencontre littéraire quel était le secret de leur histoire. Camille répondit sans hésiter. Il n'y a pas de secret, juste un miracle discret, un regard qu'on n'attendait pas, et la décision chaque jour de ne jamais détourner les yeux. Ils rentrèrent chez eux ce soir-là, main dans la main, comme toujours. Et dans leur maison, éclairée, par une lumière douce, il n'y avait rien de spectaculaire, rien d'éblouissant, seulement l'essentiel, le vrai, le calme, le lien, l'amour.